Bonsoir à toutes et à tous. Merci infiniment d'être aussi nombreux pour ce soir, pour cette première grande table ronde du pôle éducation et prévention de la JCF, l'Association des jeunes chinois de France. Fan Youssef et la JCF sont très heureux de vous accueillir ce soir. Donc, l'Association des jeunes chinois de France a été fondée en 2009 et compte plus de 1000 adhérents depuis sa création. Et nous sommes composés de 6 pôles. Avec mon équipe, nous représentons le pôle éducation et prévention pour sensibiliser les jeunes et les adultes au racisme anti-asiatique. C'est une association très active et il y a plein d'événements qui sont proposés pendant chaque mois. Et maintenant, je laisse la place à Clémence pour présenter ton association. Donc moi, je suis Clémence, je suis la présidente et fondatrice de Pagnosoft, qui est une association en 1901 qui œuvre pour l'empowerment des femmes et pour l'égalité entre les genres de façon plus générale. Et on le fait via 3 champs d'action. Le premier, c'est un champ événementiel, donc on organise des événements autour du développement pro et perso pour permettre aux femmes d'avoir des ressources et des outils pour se développer sur ces différents plans de leur vie. Le deuxième, c'est un champ média. Et le troisième, c'est un festival, grâce auquel j'ai rencontré Sylvie notamment, qui est un peu un mix de ces deux premiers champs d'action. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir Ibtihal, Emmanuel Campo et Yongli. Je vous laisse la parole, je vous laisse vous présenter. Bonsoir à tous, je suis vraiment très contente d'être là devant vous tous et toutes pour parler donc, de sujets qui sont super importants. Je me présente rapidement, donc je suis Ibtihal, franco-algérienne, et je suis créatrice de contenu sur les thèmes de diversité et d'inclusion sur LinkedIn. Et j'aime bien dire en fait que mon contenu est à destination de toutes les personnes qui n'ont pas la bonne tête pour trouver un emploi. Donc voilà. Bonjour, moi je suis Emmanuel Campo, moi je suis militante depuis une vingtaine d'années sur la lutte contre les discriminations au sens large. J'ai commencé à Solidarité SIDA, après je suis à SOS Homophobie, puis après j'ai créé mes propres structures. J'ai fondé LGBT Talent qui est sur l'inclusion des personnes LGBT dans le monde du travail. Et puis récemment un réseau professionnel pour les femmes qui n'étaient pas bien en tout cas dans les réseaux professionnels actuels, c'est-à-dire plutôt les personnes lesbiennes, bi, trans, genre, non-binaires, mais aussi leurs alliés. Et à côté, je suis responsable diversité et inclusion dans un groupe industriel. Bonsoir à toutes et à tous. Désolé pour le retard. Je m'appelle Yongli, je suis sociologue de l'immigration affilié au laboratoire d'Isolab à l'université de Rouen. J'ai notamment participé à un projet de recherche qui s'appelle Reactasi avec Daniel Tran et Laetitia Chieb et Simon Wang, ici présent, sur l'expérience des discriminations et du racisme des diplômés jeunes diplômés originaires de l'Asie de l'Est et du Sud-Est. Je tenais à dire que 39% des salariés ont été victimes se sont vus refuser des augmentations, des promotions ou des participations à des projets sur des critères discriminants. Et ce chiffre grimpe à 58% pour les salariés appartenant à plusieurs diversités. Et 82% des salariés sont attentifs aux engagements sociétaux d'une entreprise lors d'une recherche d'emploi. Ces chiffres-là sont issus de la dernière étude réalisée par AFL Diversité de 2024. Pour poursuivre dans ces chiffres-là, on a 2/3 des femmes qui sont noires ou métissées qui modifient la texture de leurs cheveux pour passer un entretien d'embauche, parce que la discrimination capillaire existe. Et parmi elles, il y en a 41% qui lissent aussi leurs cheveux bouclés. Et les candidats d'origine nord-africaine ont 13% de moins de réponses positives que les candidats avec un nom français. Et ça, c'est des choses qu'on a pu voir notamment avec différents tests de CV ANI, VS ou CV avec un nom entre guillemets lambda français, VS des noms avec consonance d'origine nord-africaine. Donc voilà, et les discriminations, c'est quelque chose de réel. Et c'est aussi pour ça qu'on en parle aujourd'hui, mais il y a des solutions, il y a des façons de faire mieux. Donc on va se tourner vers ça aussi ce soir. D'ailleurs, donc avec ces chiffres-là, on va vous poser la première question. Pourquoi les organisations sont-elles discriminantes ? Pourquoi elles sont discriminantes ? Je pense qu'on peut répondre par peut-être la science en premier, avec l'ensemble des biais cognitifs qu'on a tous ici, hélas. J'ai pris quelques notes quand même. Parmi les biais qu'on peut retrouver, on va donner un exemple très concret, c'est les biais de projection. Quand vous passez par exemple un entretien,
et que vous avez quelqu'un, moi je vais avoir quelqu'un qui est soit d'origine nord-africaine, soit voilée, soit qui vient du même IAE que moi, je vais me dire, ah bah cette personne, c'est sûr qu'elle est compétente, c'est sûr qu'elle est chouette. Ça va peut-être pas me paraître naturel, en fait, ça va peut-être une pensée que j'ai inconsciemment, mais en fait, si je viens pas m'éduquer et me former sur ces biais-là, je risque de reproduire en fait des schémas de discrimination. Et donc, si on regarde ça à l'échelle plus grande de l'ensemble des recruteurs et de l'ensemble des institutions, on peut imaginer en fait les conséquences qu'il peut y avoir et pourquoi en fait on en arrive à avoir des institutions qui discriminent les gens en fait. Voilà ma réponse. Moi, je remonterais plutôt sur l'histoire de la France, qui est un pays qui a quand même été un pays colonisateur et qui a donc une histoire avec le racisme et qui fait que dans la plupart des grandes entreprises, quand vous regardez les COMEX, donc les dirigeants, c'est pas très diversifié. Et pour rejoindre ce que tu as dit, on a tendance, et ça c'est humain, à se sentir plus à l'aise avec des personnes qui nous ressemblent, soit de la même couleur de peau, soit des mêmes écoles, soit de la même catégorie sociale. Et en fait, les entreprises sont discriminantes parce qu'il y a des personnes en tout cas, qui sont bien dans ces privilèges-là et dans cet entre-soi. Et c'est plus difficile du coup pour les personnes qui ne sont pas dans cet entre-soi, donc les minorités, de faire leur place dans ce cadre-là. Et en fait, quand vous êtes en dessous de 30% en tant que minorité, c'est très difficile de faire changer la balance dans le secteur professionnel. C'est pour ça que moi je dis, c'est bien de faire la diversité, mais si vous recrutez un noir ou un handicapé, ça ne va rien changer. La personne ne va pas se sentir à l'aise en entreprise, elle ne va pas rester très longtemps. On le voit dans plein de domaines. Et c'est ça toute la difficulté du travail de diversité, mais aussi inclusion, parce qu'il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas de diversité sans inclusion. Il faut savoir que cette catégorie de discrimination a une histoire relativement récente. Bon, bien que discrimination et racisme, c'est un vieux phénomène en France. Son émergence date des années 1990. C'est-à-dire que là, il s'agit d'un tournant assez important dans l'histoire des institutions, l'histoire politique de France, parce qu'il s'agit d'un renversement de perspective. Parce qu'il ne s'agit plus de demander aux migrants et aux étrangers de s'intégrer. Faites l'effort, intégrez-vous, mais aussi il s'agit d'admettre une part de responsabilité de la société d'accueil dans la prise en charge des difficultés des migrants, des descendants, etc. Du coup, on assiste depuis là à une juridicialisation des actes discriminatoires. Là, encore pour revenir à la question essentielle, pourquoi les organisations discriminent-elles? Pour le sociologue, la question revient à demander, c'est quoi le mécanisme de production de discrimination? On a évoqué plusieurs formes de discrimination. Je pense que, surtout, on parle en sociologie de discrimination par le coût. C'est-à-dire, c'est plus une discrimination fondée sur le racisme, antipathie ou une haine envers exogroupe. Et puis, il y a ce qu'on appelle discrimination statistique. Et là, il s'agit de discrimination fondée sur une évaluation de la productivité potentielle du candidat quand on n'a pas toutes les informations sur le candidat. Vous l'avez dit, en soi, en fait, ce sont les groupes majoritaires qui ont quand même il y a des biais, et il y a le fait aussi que l'entre-soi est confortable, quelque part, si je reprends un peu ce que tu disais, Emmanuel, l'entre-soi est confortable parce qu'on avait des personnes qui nous ressemblent et qu'on a l'impression que du coup, ça va plutôt bien se passer. Maintenant que ça c'est dit, pourquoi est-ce que finalement, du coup, les entreprises ont quand même intérêt à mettre en place des politiques de diversité et inclusion? Moi, j'aime bien un peu challenger le mot minorité et se dire, en fait, est-ce qu'on est vraiment une minorité ou est-ce que l'ensemble de ces petites minorités ne font pas finalement à la fin une majorité qui devrait être, en fait, intégrée parce que finalement, on mettrait de côté toute une partie de la population et on se priverait des talents divers et variés de ces minorités. Donc ouais, ce serait ma réponse. Et après, en fait, une réponse aussi humaniste. En fait, la question, ce serait peut-être aussi pourquoi on les intégrerait pas. Et là, on change de paradigme, on se rend compte en fait que se demander se demander pourquoi on devrait les intégrer, c'est-à-dire qu'on est dans une situation déjà très très critique et qu'il faudrait peut-être revenir à, j'ai envie de dire, la normale, ou du moins à une situation où tout le monde a sa place dans la société.
Alors pourquoi les entreprises se mettent tout d'un coup à parler de diversité et inclusion, c'est ça? Ouais, moi, je suis désolée, mais en fait c'est pour des questions d'argent. C'est qu'elles se sont rendues compte que ça rapportait quand même plus et que c'était plus intéressant en termes d'innovation d'avoir dans leurs équipes des personnes qui ressemblaient à leurs clients. Ça, c'est vraiment pour les entreprises de service. Moi, pour le coup, je suis pas dans une entreprise de service. Moi, c'est du B2B qu'on fait, donc c'est un peu plus compliqué. Mais en général, c'est vraiment ça la première excuse. Hein. Enfin, je dis excuse parce que c'est une entreprise, c'est pas une association. C'est vraiment pour faire de l'argent. Après, dans les personnes qui vont un peu plus loin que ça, effectivement, elles se sont rendues compte quand même que c'était plus agréable de travailler dans des équipes mixtes, diversifiées. Ça permet vraiment de s'enrichir même en tant que personne parce qu'on passe beaucoup de temps à travailler, mine de rien, dans ce monde capitaliste. Et je ne sais pas si vous avez déjà été amené à travailler dans des équipes vraiment pas mixtes du tout, mais ça se ressent. Moi, je venais du secteur de la tech avant et c'est vrai que les discussions, elles étaient un peu limitées quand même, que ça parle du travail ou en dehors. Ça donnait pas trop envie de rester. Et après, il y a aussi le fait qu'elle se rend compte qu'aujourd'hui, désolé, ça va être très RH ce que je vais dire, on est dans, dans un contexte économique où il y a, pour une fois, les candidats sont en situation de force. Et du coup, pour se démarquer, les entreprises misent beaucoup sur ces sujets-là, pour montrer qu'on peut être soi-même dans le monde du travail, pour qu'ensuite les candidats postulent à telle ou telle entreprise et se sentent bien dans l'entreprise et restent. Donc il y a vraiment toute une stratégie derrière. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, ça dépend de chaque personne où vous vous situez personnellement par rapport à comment vous voulez vous engager dans le monde du travail. Mais il y a des avantages et des inconvénients dans les deux situations. Encore une fois, je pense que je souscris tout à fait dans ce qui vient d'être dit. Je pense que, pour compléter quelques littératures en sociologie, qui est tout à fait dans le même esprit, parce qu'il y a des travaux qui ont montré que finalement, dans cette convergence vers une politique de diversité, d'inclusion, en phase avec ce qu'on appelle le nouvel esprit du capitalisme, finalement, on assiste à une moralisation du capitalisme depuis quelques décennies. On va mettre en place une politique d'inclusion, de diversité, pour que l'entreprise soit à l'image un peu des consommateurs, de la population plus générale, etc. Donc, on voit aussi qu'il y a certains groupes minoritaires qui ont réussi à tirer leurs épingles de jeu. Par exemple, on a des jeunes collègues qui a étudié les managers d'origine asiatique, par exemple, qui sont un peu considérés de personnes détentrices de culture authentique, voilà, asiatique, etc., qui sont souvent envoyés, par exemple, donc expatriés dans leur pays d'origine, ou qui siègent dans des instances d'entreprise. C'est tout à fait dans cet esprit-là, dans la dynamique que vous avez décrite. Si je résume, du coup, il y a l'intérêt de mettre en place une politique de diversité et inclusion, c'est l'aspect économique, qui nous plaise ou pas, il est réel. Il y a l'aspect tout simplement humanitaire, enfin, voilà, on est juste plein d'humains sur cette planète, pourquoi est-ce qu'on mettrait certains de côté et pas d'autres? Et l'aspect aussi compétitivité, pour les entreprises d'attirer des talents, de les garder et de faire en sorte d'être toujours innovantes, n'est-ce pas? Par rapport aux chiffres clés, c'était 82% des personnes qui recherchent un emploi font davantage attention au fait que l'entreprise, est-ce qu'elle mène réellement une politique diversité ou inclusion. Ça devient un critère de choix d'après la dernière étude de APL Diversité. J'ai une question pour Emmanuel, enfin pour vous, mais en particulier pour Emmanuel en tant que chargé de diversité et inclusion. Comment mettre en place ce genre de politique dans un groupe industriel qui couvre plein de pays différents, avec pour chaque pays, il y a des lois qui peuvent être LGBT-phobes, il y a des pays qui respectent plus ou moins les droits humains. Moi, je travaille beaucoup avec les salariés locaux déjà. Ce que j'ai fait, en fait, c'est mettre en place un audit pour vraiment savoir quels étaient leurs besoins, pour pas que les décisions viennent directement du siège à Paris, parce que c'est souvent la problématique qu'il y a dans les grands groupes. Et ensuite, s'assurer que leurs priorités
coller vraiment à leurs besoins et travailler aussi avec des associations et ONG locales. Par exemple, sur le sujet LGBT au Sénégal, où c'est interdit, par exemple, quand j'y étais en octobre, le week-end où j'y étais, en fait, il y a une personne qui s'est fait déterrer parce que prétendu homosexuel est brûlé sur la place publique, donc on en est là au Sénégal. Ça a beaucoup choqué les collègues sénégalais qui n'étaient pas LGBT friendly, mais ça a permis quand même d'en discuter. Et du coup, j'ai orienté la discussion plutôt sur le respect des droits humains, ce qui parle à tout le monde en général. Et du coup, on travaille plutôt sur ce volet-là. Et j'ai compris aussi qu'il y avait des termes que je ne pouvais pas utiliser parce que sinon, ils pensaient vraiment que diversité et inclusion, c'était de l'activisme LGBT. Bon, dans ma position, c'est un peu compliqué, mais je fais vraiment attention à ne pas privilégier une thématique par rapport à une autre. C'est super important ça dans mon poste. Et vraiment, j'écoute même parfois des commentaires qu'on me fait qui sont complètement aberrants, mais j'essaie vraiment de ne pas avoir une posture jugeante parce que je ne veux pas non plus qu'ils me voient comme une personne qui fait du néocolonialisme. Parce que ça aussi, ça arrive souvent quand on est une entreprise française dans des pays où il y a un passif en termes de colonisation. Donc, c'est vraiment parler, c'est la discussion, il faut vraiment aimer, sensibiliser, éduquer. C'est pour ça que je dis que c'est pas forcément un travail qui est fait pour tout le monde, surtout si on a été militant avant et qu'on aime bien que les choses se fassent vite. C'est pas du tout le job pour ça en tout cas. Ouais, alors sur LinkedIn, j'essaie de donner des conseils à mes pairs, donc toutes les personnes qui ont du mal à trouver du travail, pour qu'elles puissent réussir à trouver le travail de leur rêve en fait, euh, sans perdre de temps. Parce que souvent, quand on est victime de discrimination, on envoie plus de candidatures, on se fait plus souvent refuser. Psychologiquement, la situation n'est pas très agréable. Donc, mon objectif, c'était de donner des conseils en fait très pratico-pratiques, vraiment pas compliqués, pour que tout le monde puisse s'en sortir dans le meilleur des mondes. Et c'est des conseils en fait c'est des conseils qui viennent de ma propre pratique en fait, que j'ai appliquée et qui ont quand même fonctionné. Et en fait, moi j'aime bien dire que le milieu du recrutement, c'est un peu comme le marché de l'amour en fait. Il y a deux parties et on cherche un peu le, 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 le bon match, exactement. Donc il y a beaucoup de similitudes en vérité si on réfléchit un peu, même si les finalités sont totalement différentes. Et donc en fait, si je me mets à la place du candidat, ce que j'aime voir en fait, c'est avoir une entreprise qui a une politique diversité et inclusion et qui l'applique pour de vrai. Et voilà, je pose des questions sur certaines choses, tout en restant très cordial. C'est une pratique qui se fait souvent en vérité. Demander comment se passe le management dans telle équipe, et ben on peut demander comment se passe la politique diversité et inclusion dans telle entreprise, dans telle équipe. Ça c'est on va dire la base, ça permet d'épurer en fait. Moi je suis un peu apurée quand je vois qu'il y a des offres d'emploi ou des entreprises qui ne mentionnent pas du tout le fait qu'elles recrutent dans la diversité, qu'elles sont formées ou quoi, ok, surtout en 2024, quand on parlait tout à l'heure du fait que c'est un avantage compétitif, si j'ai face à moi une entreprise qui n'a pas pris en considération ces problématiques, ce qu'elle vraiment elle n'est pas à jour, moi ça va pas m'intéresser, je me mets entre guillemets en danger et je perds mon temps. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, ce serait en fait si vous arrivez à passer les étapes de screening et arriver en entretien, c'est d'avoir des questions en fait. S'il y a des choses qui vous effraient, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les poser en fait. Vous n'êtes pas encore engagé, j'ai envie de dire. Vous êtes vraiment dans l'étape où vous tâtez un peu le terrain. Donc, si vous avez des questions sur comment est mis en place les politiques, qu'est-ce qui se passe si demain je me fais insulter, qu'est-ce qui se passe si, comment ils mettent en place, je sais pas, l'intégration, l'évolution de la carrière des femmes enceintes au sein de l'entreprise, etc. Il ne faut vraiment pas hésiter à les poser des questions qui parfois titillent un peu, parce que si vous avez en face de vous une RH, normalement c'est une personne qui a réfléchi à ces situations-là, et si c'est pas le cas, c'est peut-être un peu risqué. Et la troisième chose, en tant que salarié, donc quand vous avez signé les papiers, c'est que si ça se passe mal, il ne faut pas hésiter à quitter. Deux poids, deux mesures. Quand on a besoin d'argent, c'est un peu compliqué. Mais si vous avez l'opportunité d'aller voir ailleurs, il ne faut pas hésiter à aller voir ailleurs. Parce qu'en fait, si on ne fait pas ça dépend à quel point vous voulez être engagé et militant, mais si on ne secoue pas un peu la boîte, il n'y a rien qui se passera en fait.
Donc si vous avez l'opportunité d'aller voir ailleurs, si vous trouvez qu'il n'y a pas de politique diversité et inclusion et que vous ne vous sentez pas intégré au sein de la boîte, moi c'est un des conseils que je donne. Si vous êtes en début de carrière, si vous avez un coussin confortable, saisissez l'opportunité. Encore une fois, je pense que j'ai très peu de choses à ajouter, vu que j'ai très peu d'expérience terrain dans les entreprises. Les seules expériences professionnelles se limitent à des instituts de recherche. Moi, je me pose, j'ai toujours un regard un peu distant sur la question, mais je pense qu'il y a une question très intéressante à se poser, surtout sur comment ça a été mis en place et qui encadre cette politique de diversité et d'inclusion dans les entreprises. Il y a des travaux sociologiques qui ont été réalisés aux États-Unis, par exemple, pour montrer que finalement, le fait d'appartenir à une minorité, ça constitue un avantage, un attribut qualifiant pour la personne pour prétendre à des postes importants au sein d'une entreprise. Donc je me demande si c'est le cas. En France, il y a des travaux qui montrent que finalement, ce sont plutôt les hommes blancs qui portent toujours cette politique, la mise en place de cette politique d'inclusion et de diversité dans les grandes entreprises françaises. J'aimerais voir comment ça se passe, creuser un peu plus peut-être sur cette question. Comme tu l'as dit, recruter, c'est comme un mariage entre entre deux partenaires, un candidat et une entreprise. Et il faut que ça soit sur du long terme. Donc, comment différencier une entreprise qui fait du pinkwashing ou au mois de la femme, le 8 mars, on met en avant les femmes et ensuite plus rien le reste du mois. Comment différencier ces entreprises-là des autres, de celles qui mènent réellement une politique? C'est dur. C'est super dur en vérité. En cherchant à c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure, en fait, en cherchant à se documenter. Et après, bon, comme on a que on a que les outils de communication qui nous permettent justement de voir ce qui se passe vraiment, bah, on est un peu à même de se faire berner. Et bah, en fait, c'est d'essayer de mettre son nez dedans, d'essayer de voir si on ne connaît pas un salarié d'entreprise, si on ne peut pas rentrer en contact pour vraiment avoir des témoignages, en gros, passer de l'autre côté du rideau et voir ce qui se passe en backstage. Parce que je pense que quand c'est du social washing ou quoi, c'est très très bien fait, c'est très très bien maquillé, donc on peut facilement, entre guillemets, se faire berner. Et ouais, à part, enfin, là comme ça, et d'expérience, à part aller chercher des témoignages d'anciens salariés aussi de la boîte, ça peut être intéressant aussi d'aller voir des anciens de la boîte pour voir pourquoi ils sont sortis en fait, si c'est pas à cause d'histoires aussi difficiles. Je pense que c'est déjà un bon travail de recherche après, à part si on prend le risque ou pas de rentrer dans la dite boîte. Oui, c'est difficile parce que moi, dans mon expérience, que je sois salarié d'une entreprise ou consultante en diversité et inclusion, ce que je fais aussi à côté, j'ai vu qu'il y avait des entreprises qui communiquaient super bien sur ce qu'elles faisaient, mais quand on était dedans, en fait, il ne se passait pas grand-chose. Et il y a l'inverse aussi, il y a des entreprises qui sont nulles en communication, qui font en fait beaucoup de choses. Donc le curseur, il est très très dur à placer. Moi, je sais que pour l'entreprise où je suis actuellement, j'ai regardé Glassdoor. Alors, tout n'était pas rose, parce que bon, ça reste quand même une grosse entreprise. C'est un site en fait international où on peut voir, enfin c'est super intéressant en fait parce que on peut voir les salariés qui sont dans l'entreprise à l'heure actuelle, leur ressenti sur leur situation professionnelle en fonction de leur métier. Ils parlent aussi de leur salaire, très important pour la négociation salariale. Puis il y a ceux qui sont partis aussi qui peuvent expliquer pourquoi. Alors ils vont pas écrire un roman non plus, hein. C'est comme quand vous donnez votre avis sur TripAdvisor ou je sais pas. Mais ça donne quand même des petits tips parfois. Et effectivement, moi j'ai contacté des salariés. Alors tout le monde m'a pas répondu, mais c'est une bonne idée. Et j'ai épluché vraiment le site internet. Et en entretien, j'ai dit cash, vous êtes dans beaucoup de pays, mais ça se ressent pas du tout sur le site internet. Pourquoi? Et après, j'ai expliqué ce que j'allais faire pour améliorer ça. Et c'est ça qui a fait que j'ai eu le poste, je pense. Mais j'ai vraiment dit. Après, moi, c'est particulier parce que c'était une création de poste. Ils avaient été vraiment très transparents. Ils m'avaient dit il y a tout à faire, à part sur les femmes, où ils avaient déjà travaillé.
Mais pour d'autres entreprises, vraiment, moi je me méfie quand il y a vraiment trop de com. Je trouve que c'est trop beau pour être vrai parce que les budgets dans les entreprises françaises en matière de diversité et d'inclusion, ils sont pas si importants que ça, contrairement à ce que beaucoup de prestataires pensent. Il y a beaucoup de personnes qui ont développé leur boîte de conseil qui pensent que les entreprises ont beaucoup de budget pour faire appel à des consultants et tout. Il n'y en a pas tant que ça. Et celles qui communiquent énormément, elles vont vraiment être sur une stratégie de marque employeur. Faire en sorte que la marque soit bien vue. Est-ce que déjà vous pourriez nous donner des témoignages que vous avez vécus en tant que victime ou en tant que témoin de formes de discrimination et que vous pourriez partager pour davantage incarner cette table ronde? C'est drôle parce que quand on témoigne, on a l'impression qu'en fait c'était rien et qu'on en fait trop. Mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, on va rigoler un peu. Je vais en mettre un drôle qui n'est pas très drôle en vérité. Quand on est d'origine maghrébine, on est beaucoup associé à des plats et de la nourriture. Alors, je sais pas si j'ai une tête de couscous, mais apparemment. Et en gros, en boîte, on travaillait sur un carnet de recettes diététiques, bref. Et on devait réaliser en fait des recettes vidéo, enfin filmer, faire le montage, etc. Et donc il y avait tout un travail de recherche des recettes auquel j'avais participé parce que je suis de formation diététicienne nutritionniste. Et donc la directrice générale avec qui on travaillait, et chez qui on devait cuisiner en fait, enfin chez qui les recettes allaient être réalisées, me regarde, elle n'avait pas regardé mon travail du coup pour voir toutes les recettes qui avaient été trouvées, et qui m'a dit ah mais je sais pas quelle recette tu m'as mise, mais moi j'ai pas de plat à couscous, j'espère que tu m'as pas mis de couscous. Je fais ok, sympa, ça peut être ça moins drôle. Et puis une fois je travaillais avec une collègue qui est aussi voilée, et donc on était en pause, on discutait toutes les deux, et puis il y a un manager qui arrive et qui dit ah mes femmes, mes Urti, vous êtes là. Je suis ni ta femme ni ta Urti, ni rien du tout. Je suis en stage et j'aimerais bien qu'on me respecte. Et donc dans les deux cas en fait, ce qui s'est passé c'est que je n'ai pas souri, j'ai pas rigolé, j'étais juste blasée. Ouais, c'est le cas. En fait, on a envie de passer à autre chose parce que la situation n'est pas drôle. Et souvent, sur le moment, moi, j'ai pas envie d'argumenter avec la personne. En fait, j'ai juste plus envie de voir sa tête et de continuer ma vie. Et en fait, c'est des situations qui sont pas très très méchantes, mais qui à force peuvent devenir un peu gênantes et pas agréables. Mais si vous êtes dans des situations comme ça ou plus graves, vous avez différents moyens en fait de vous défendre. La première, c'est d'aller en parler à froid avec la personne. Je dis à froid parce que si on est à chaud, souvent en fait la situation peut se retourner contre vous. Et vous allez peut-être finir en tort parce qu'il y a eu des propos, parce qu'il y a eu un ton pas agréable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est éventuellement d'en parler au manager de proximité, si vous en avez un, et ou à la RH. Si vous en parlez à la RH et que vous avez un manager de proximité, il vaut mieux que les deux soient au courant et de remonter l'information parce que voilà, il y a quelqu'un qui doit être recadré. S'il n'y a rien qui est fait, vous avez en autre option encore le défenseur des droits défenseur des droits, tout court, ouais. Déjà, il y en a un qui peut juste vous renseigner sur la situation, sur ce que vous pouvez faire, si vous pouvez porter plainte, etc. Et après, la dernière option, c'est d'aller porter plainte et vous faire accompagner sur ce sujet-là. Donc voilà, après, on ne dit pas que déposer une plainte, ça reste une charge mentale, qu'on n'a pas forcément envie de se faire subir en fait. Et donc c'est à votre appréciation et c'est selon où vous voulez porter l'affaire. Voilà. Je me permets avant de. Je vous poserai certainement la question à toi aussi, Emmanuel. Quand ça s'est produit, ces situations de discrimination, il y avait d'autres gens du coup autour de toi. Oui. Et j'imagine que personne n'a réagi. Non, personne n'a réagi, ou alors la personne, enfin la femme qui portait le hijab avec moi, elle n'a pas eu de réaction. Elle. De toute façon, vous étiez toutes les deux victimes. Donc, ouais, et même c'était pire avec les prestataires. Oh. Moi j'étais stagiaire avec les prestataires, c'était vraiment une situation cocasse. Et l'autre situation, la collègue, je sais plus si elle avait rigolé ou pas, mais c'est passé un truc intéressant que j'aimerais témoigner, c'est que moi j'avais tête de blasé, je rigolais pas. En plus, j'étais vraiment pas bien cette journée-là, vraiment pas envie de rigoler. Et c'est que à cette époque-là, je postais déjà sur LinkedIn. Et que la DG s'est rendu compte de sa bêtise et du fait que je rigolais pas, elle s'est mise à faire des demi-blagues en disant ah là, faut pas que j'aille plus loin, sinon Ipti va faire des posts en disant ma manager fait des blagues racistes, etc. Et je me suis dit ah tiens, c'est drôle, sans parler, mon travail en fait a parlé pour moi et a permis de mettre des limites et à recadrer la personne en fait. Donc le fait de se créer une voix aussi en dehors de son travail,
ça peut permettre aussi, je sais pas si tu as pu déjà vivre certaines situations comme ça peut permettre déjà de mettre des limites et entre guillemets d'éduquer les gens sur ce sujet-là sans que vous ayez à parler au moment. J'ai été témoin d'une discrimination qui m'a beaucoup gênée parce que ça s'est passé quand même devant 80 témoins et personne n'a réagi. C'était une discrimination homophobe, je précise. Et donc j'ai animé une formation sur la diversité et l'inclusion, donc c'est ça aussi qui m'a un peu gênée. Et il y a une personne qui s'est permise de dire un commentaire homophobe dans une autre langue qui pensait que je ne comprenais pas. C'est en espagnol. Et donc moi j'ai compris. Et en fait, là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête la formation et je recadre? Ou est-ce que je fais mon process personnel qui est de d'abord échanger avec la personne, d'échanger avec la victime pour savoir qu'est-ce qu'on fait après? J'ai plutôt fait ça. Parce que, à titre perso, je trouve que quand on braque, entre guillemets, les personnes qui sont fautives, ça aide pas forcément à améliorer la situation. Et surtout, c'est important de savoir ce que la victime veut qu'on fasse, en vrai. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que dans certaines entreprises, il y a des procédures très claires. Il y a des process, on appelle ça de lanceur d'alerte. Vous pouvez le faire de manière anonyme ou pas, en tant que témoin ou victime. Et après, il y a toute une enquête interne qui se passe. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Il y a aussi, en tout cas en France, c'est la loi aujourd'hui, vous avez des référents harcèlement et agissement sexiste dans les entreprises de plus de 50 salariés. Ça ne veut pas dire que toutes les entreprises les mettent en place, mais normalement, c'est la loi. Et après, parfois, vous avez des référents diversité, vous avez des référents éthiques, parce que parfois, la personne qui peut être fautive peut aussi être votre manager. Ça arrive. Ou votre collègue, ou un RH, malheureusement. Donc, c'est bien qu'il y ait différents canaux possibles. Évidemment, tu l'as cité, il y a défenseur des droits, ça marche plutôt bien, mais les gens n'ont pas forcément, pareil, la charge mentale nécessaire pour le faire, et c'est là où les alliés sont importants, parce qu'on n'est pas obligé de step up publiquement en disant c'est pas bien ce que tu as dit, on peut aussi juste accompagner la victime en disant comment je peux t'aider, est-ce que tu veux que je porte plainte en tant que témoin, ou tout ça c'est possible. Et on nous dit souvent que c'est possible. Et donc après il y a aussi l'accès à des associations qui peuvent aider, et parfois certaines entreprises en interne ont aussi des réseaux internes. Il y a des entreprises, par exemple, elles ont Black Hat entreprise, LGBT Hat entreprise, il y a aussi des réseaux internes pour les personnes en situation de handicap ou neurodivergents, enfin il y a vraiment un peu de tout. Et c'est plus simple parfois quand les RH ne sont pas forcément bien formés sur ces sujets, parce que c'est souvent le cas quand même. En tout cas aujourd'hui en France, dans les masters RH, il n'y a pas beaucoup de modules diversité inclusion ou harcèlement encore. Donc il faut aussi avoir ça en tête. Alors, par rapport à moi-même, je pense que j'ai vécu d'abord des expériences de discrimination, et puis moi je distinguerai des expériences de discrimination et les expériences de racisme. Très souvent pour moi, ce ne sont pas des expériences de racisme flagrants ou violents, c'est plutôt ce qui renvoie à des stéréotypes raciaux. Des problématiques sont souvent passées par le geek dans l'équipe, que je suis ni fort en maths ni en informatique. Et souvent, on a des gens, des collègues à l'université qui traversent tout le bâtiment pour me chercher, pour me signaler un problème informatique, pour me dire est-ce que tu peux résoudre le problème? Alors qu'il n'y a rien qui est marqué dans mon bureau sur ma fonction et compétences en informatique. Et quand ça se répète, tu commences à se poser des questions sur mais pourquoi moi voilà. Et puis c'est souvent pris par la personne qui enseigne le chinois à la fac. Voilà. Quand je dis je suis chargé de cours, et puis la réaction spontanée, vous enseignez le chinois. Voilà. Souvent, ça rentre beaucoup dans les stéréotypes. Je pense que ce qui m'a marqué le plus, et là je pense que je peux répondre un peu à la demande de Sylvie sur l'expérience des étrangers, des migrants par rapport aux migrants. Je pense que ce qui m'a marqué le plus, c'est les expériences de discrimination. Et je dirais même des expériences de discrimination légales. Parce qu'il faut rappeler que moi je suis un migrant
qui est venu en France pour poursuivre mes études. Et suite à quoi, je veux rester travailler en France. Donc là, je me heurte à des barrières institutionnelles qui me mettent dans des situations impossibles. Je me souviens que j'étais dans mon premier poste de post-doctorat. Voilà, je voulais faire un post-doc dans une institution parisienne, assez connue, assez prestigieuse. Mais le dossier de changement de statut, c'est de passer de l'étudiant à travailleur, ça ne bouge pas. Pendant des mois, ça ne bouge pas. Alors pendant ce temps-là, j'ai le nom marqué sur le bureau. Je viens tous les jours pour travailler et je ne peux pas percevoir un salaire. Je n'ai pas d'existence légale dans cette institution. Et ça m'a beaucoup marqué. Donc là, je me suis rendu compte que travailler en France, c'est pas évident. C'est pas un droit pour les étudiants étrangers. C'est plutôt une situation dérogatoire. C'est plus l'exception. Voilà. Donc quand on passe par tout cette épreuve administrative, on se rend compte à quel point la pénalité pèse sur nous. Ce qui m'avait marqué justement, c'était qu'il y a donc une différence de traitement entre Français d'origine chinoise, d'origine asiatique et étrangers d'origine asiatique qui essayent de s'insérer sur le marché de l'emploi en France. Et donc il y avait par exemple la carotte de je vais te trouver le permis, régulariser ta situation, etc. Et dans l'article, il est question par exemple de recruteurs, de patrons qui recrutent exprès des Asiatiques parce qu'ils sont moins chers, parce qu'ils sont bon marché. Et donc, c'était 23% de différence d'écart de salaire, c'est assez conséquent. Et donc, le Made in China qui était encore cheap, main-d'œuvre pas chère et docile, avec le mythe de la minorité modèle, ça m'avait vraiment marqué. Et c'est pas évident pour ces travailleurs-là de se défendre. Et qu'est-ce qu'ils ont comme solution, à part démissionner, à part quitter? Sur mon terrain, et parmi les diplômés chinois que j'ai interrogés, c'est plus une solution, comme je dis, de exit. Voilà, je romps ce contrat discriminatoire, je quitte cette situation discriminatoire, je vais tourner la page, et une fois j'aurai un statut juridique plus stable, je serai plus à même de me défendre. Hein, je vais essayer de négocier une situation à mon avantage. Mais il est vrai qu'il n'était pas en position de faire une saisine ou entamer un procès, hein, parce que le coût sera trop important pour eux. Quand on n'a même pas la certitude de pouvoir rester en France. Une dernière question. Comment sélectionner une entreprise qui correspond à ses valeurs? Il faut connaître ses valeurs avant de pouvoir sélectionner une entreprise qui correspond à ses valeurs. Donc c'est d'abord un travail personnel qu'il faut faire, voire d'introspection, pour identifier ses valeurs et pour se dire aussi quelles sont mes valeurs professionnelles et qu'est-ce que je veux qui ressorte en fait dans ma vie professionnelle. Et donc quand on a fait ce travail-là, en fait on a fait 50% du travail, du coup parce qu'on sait ce qu'on cherche. Quand on cherche quelque chose sans vraiment savoir ce que c'est, le travail est plus laborieux parce qu'on n'a pas d'indicateur pour se référer. Donc faire son travail d'abord peut-être sur soi-même et après essayer de trouver des entreprises qui matchent, justement comme je le disais précédemment, qui matchent avec ces valeurs-là. Et essayer, les paroles c'est bien, les actions c'est mieux, donc essayer de voir en fait qu'est-ce que vraiment l'entreprise met en place pour être aligné avec ses valeurs. Ouais, connaître ses valeurs, moi je dirais aussi les choses sur lesquelles on peut faire des compromis et les choses où vraiment c'est pas possible. Moi avant j'étais vraiment dans un groupe très très grand et j'aimais pas le fait que ça soit très politique comme entreprise pour évoluer et j'aimais pas le type de management là-bas. Donc moi j'ai choisi l'entreprise où je suis parce qu'on n'est que 10 000 salariés, que le management est beaucoup plus collaboratif, que j'ai plus d'autonomie et que du coup ça casse un peu le rapport de force quand même qu'on peut avoir dans d'autres entreprises et ça c'est important à savoir comment vous aimez travailler et quel style de management vous souhaitez si vous êtes manager ou si vous êtes
manager. Et après, je regarde aussi les salariés. Il y a qui dans cette boîte? Est-ce qu'ils sont tous blancs? Est-ce que c'est le même type d'âge où il y a vraiment une vraie diversité? Alors, on ne va pas non plus être dans la politique de je cherche cette personne en fauteuil roulant parce que, bon, voilà, il y a aussi des aménagements de travail, les personnes peuvent être en télétravail. Mais moi, je trouve que c'est super important d'aller, pendant les entretiens, bien regarder ce qui se passe dans la boîte, regarder les affiches qui sont affichées. Qu'est-ce qui est mis en avant en interne, en fait? Je souhaiterais postuler entreprise. C'est une situation très hypothétique. Hein. Moi, je pense que l'idée de faire une recherche très fouillée sur le profil de l'équipe, de voir, d'avoir quelques indicateurs objectivants hein, sur ce qui est fait concrètement en termes de diversité, d'inclusion, je pense que c'est une très bonne idée. Je vais commencer par là. Et je regarderai aussi le trajectoire de ces dirigeants et la politique RH. Et peut-être, en bon sociologue, je interrogerai quelques personnes qui avaient fait expérience dans cette boîte ou qui avaient voilà, fait expérience, travaillé avec cette boîte. Et surtout, considérer que la période d'essai, c'est pour les deux parties. Tout à fait. C'est pas uniquement dans l'intérêt de l'employeur de voir si on fait l'affaire ou pas. C'est également en tant qu'employé, nouveau salarié, de se dire est-ce qu'on m'a survendu ou pas le poste? Est-ce que tout ce que j'ai eu comme réponse en entretien pendant les quelques minutes passées, ça s'est vraiment avéré vrai, authentique ou pas? Donc ne pas hésiter à mettre fin à une période d'essai, c'est vraiment salutaire. Parce qu'ensuite, quitter une entreprise ensuite en tant que CDI, c'est beaucoup plus difficile. J'aimerais témoigner. J'avais échangé avec une chargée de diversité et inclusion de mon entreprise actuelle. J'avais échangé avec elle et la première question elle m'autorise donc un petit échange en visio. Elle me dit Sylvie, t'es victime de racisme anti-asiatique et comment ça se passe, etc. Et je lui dis non, moi personnellement non, je suis bien au sein de mon équipe, tout ça. Et pour elle, en fait, tant qu'il n'y a pas de remontée, il n'y a pas de sujet. Et j'ai trouvé ça vraiment très curieux comme manière de prendre les choses. Et je lui ai parlé quelles sont les différentes actions que vous allez mettre en place pour les personnes LGBT, tout ça, sachant que mon entreprise est un équipementier automobile. Et donc, elle me dit, en fait, ça dépend de chaque société nationale. Donc, comme moi, ce qui m'intéressait avec ton entreprise, c'est qu'elle est multinationale. Et donc, de voir avec les politiques gouvernementales en place, avec respect ou pas des droits humains, comment ça se passe. Et en gros, en fait, j'ai ressenti, j'ai compris qu'il y avait une certaine frilosité à aller sur ce terrain-là. Et le fait qu'elle me pose directement la question de est-ce que je suis victime et on n'en parle pas, on ne nous remonte pas ces cas-là, c'est que ça n'existe pas. Et la semaine dernière, j'ai échangé à ta soirée Coven avec une collègue qui était dans la partie achat. Et plus je lui parlais, je suis responsable pour l'éducation et prévention de la JCL, etc. Je suis dans une société multiculturelle, mais franchement, il y a beaucoup de racisme anti-asiatique. Et je lui dis, est-ce que tu peux creuser, etc. Et je lui dis, qu'est-ce qui est fait? Et elle m'a dit, non, et des fois, en tant qu'allié, j'essaye de faire cesser ces remarques, ces blagues racistes, l'accent asiatique pris, etc. Et là, vraiment, ça m'a vraiment titillé. Ça m'a rappelé l'échange que j'ai eu avec cette responsable diversité et inclusion qui ferme simplement les yeux. Et donc, dans ce cas-là, je me suis dit, mais que peut-on faire? Est-ce qu'il faut utiliser le canal éthique pour déposer quelque chose anonymement et on ne sait pas ce que ça va devenir? Et donc ça, c'est vraiment une question. Parce que il y a des collègues, en fait, dont je connais les noms et qui souffrent de ce genre de blagues racistes.
il y en a un, enfin, elle m'a rapporté qu'il y en a un qui m'a dit non, ça me touche pas, je suis au-dessus de ça, etc. Mais il y a quand même une souffrance sur la santé mentale à force. Enfin, je te donne vraiment mon opinion du coup, et ce que j'aurais peut-être fait dans la situation, c'est de. Enfin, quand tu discutes avec elle, si ça mène à rien, c'est d'aller voir en fait peut-être la personne qui est au-dessus d'elle hiérarchiquement, et d'aller voir en fait qu'est-ce qui peut être amélioré, qu'est-ce qui peut être réellement mis en place, parce que de manière très terre à terre, quand on a quelqu'un qui est chargé de diversité et inclusion, c'est qu'il y a un budget en fait, parce que avoir un employé c'est qu'il y a une ligne budgétaire pour ça, et en fait, si cette ligne budgétaire n'est pas utilisée à bon escient, il faut se poser des questions. Donc, moi je dirais comme ça, remonter à la RH, essayer de voir ce qui peut être fait, parce que finalement, s'il y a quelqu'un qui est chargé de diversité et inclusion, c'est vraiment ma réflexion franc, c'est que c'est un sujet qui a été pensé au sein d'entreprises, au sein d'organisations, et qu'il y ait une personne qui ne fasse rien, c'est qu'il y a un problème dans la matrice et qu'il faut peut-être remonter un peu l'information. Pas en dénonçant la collègue, mais peut-être en voyant ce qui peut être concrètement fait. Et en plus, ce qui est intéressant, entre guillemets, c'est qu'il y a vraiment des cas là. On n'est pas juste en train de dire la collègue elle fait rien, on est en train de dire il y a ça qui se passe, qu'est-ce que telle collègue peut mettre en place tout en sachant qu'elle est au courant. Ou qu'est-ce qui est prévu normalement en cas de racisme, en cas de propos racistes, etc. Je sais pas si ça t'inspire. Peut-être plus sur le terrain. Moi, je remarque quand même qu'en France, on a beaucoup de directeurs, directrices diversité et inclusion qui sont quand même blanches. Bon. Et ça joue quand même sur les... Voilà, moi, je m'en doutais qu'elle était blanche. Ça joue beaucoup sur comment les personnes perçoivent le racisme comme quelque chose... souvent, quand ils le perçoivent, ils vont s'arrêter sur les noirs. Ils vont vraiment bloquer que sur ça, alors que en fait, il y a plein d'autres minorités qui sont victimes de racisme. Et moi, comment je l'aurais géré, bon, en fait, j'ai eu un peu un cas de figure comme ça, mais c'était plutôt... c'était pas la personne qui allait, qui allait me dire oui, je suis victime de racisme. C'est plutôt, je l'ai vu comment certaines personnes percevaient les personnes asiatiques au sens large. Parce que du coup, on a l'entreprise où je suis, on est beaucoup aussi en Indonésie. Et les gens percevaient, bon, le truc classique, ah, ils sont sympas, ils sont accueillants, ils sont dociles. Ils n'ont pas dit dociles, mais bon, j'ai compris quoi. Ils me disaient, c'est agréable de travailler avec eux, contrairement aux Parisiens, si je résume. Sauf qu'en Indonésie, j'ai envie de dire, c'est le pays asiatique où il y a le plus de diversité. C'est un archipel. Et en fonction de là où vous habitez, c'est pas du tout les mêmes caractères. Il y a des gens qui sont super extravertis, d'autres introvertis, enfin, c'est un truc logique. Et donc moi je me suis dit, ça et quoi, on va faire un truc sur l'interculturalité. Ça, tu mets plein de sujets dedans. C'est pas problématique pour les personnes qui veulent pas qu'on fasse des sous-communautés, parce que ça aussi c'est important. Et du coup, on a mis en place aussi des formations. C'est pas que des formations pour les expats, c'est des formations pour tout le monde. Comment, quand tu es indonésien, tu travailles avec un Français? Parce que le rapport, par exemple, au physique est complètement différent. En France, à Paris, bon, il y a des gens, bon, moi je le fais pas, mais qui se font la bise au travail. Ça me paraît super aberrant, mais il y en a qui le font. Et du coup, on a parfois des gens en Indonésie qui vont faire la bise à leurs collègues qui, pour elles, trouvent que c'est une agression. Voilà, moi j'explique que la personne n'a pas voulu l'agresser, c'était culturel, mais du coup, il faut expliquer aux gars que ça se fait pas. En Indonésie, voilà. Donc c'est des trucs comme ça. Et en fait, quand on passe par ce biais-là, ça passe un peu mieux. Et je me dis que peut-être les gens éviteront d'interagir comme ils l'ont fait là dans ton cas, figure. Après, parfois, on tombe aussi sur des gens, quand ils veulent pas comprendre, ils veulent pas comprendre. Et on peut rien faire. Je comprends pas mieux pourquoi on a du mal à avancer sur cette question de discrimination et racisme, par exemple anti-asiatique, dans les grandes entreprises. Si le responsable de diversité et d'inclusion se contente de faire une campagne de communication sans faire remonter le fait de discrimination et de racisme, je pense que c'est très délicat. Je ne sais pas ce qui s'est passé concrètement envers les personnes d'origine asiatique dans ton entreprise. Elle n'est pas au courant en fait. Elle n'est pas au courant? Non, c'est vraiment deux échanges. Une collègue au quotidien qui est au courant de ce genre de situation, mais qui n'est pas, qui est pas au niveau de là où je travaille. Et
quelques mois plus tôt, j'ai eu un échange libre avec cette chargée de diversité et inclusion. Donc je me demande, moi, en tant qu'employée un peu militante, est-ce que je peux lui rapporter ce cas, lui dire, est-ce que tu peux faire une recherche de terrain sur cette équipe achat, etc. Je ne sais pas. Je sais pas si je suis bien placée ou si je vais ensuite... Parce que tu as parlé de lanceur d'alerte. Donc, parce que la source, elle est identifiée. C'est juste que j'ai pas envie d'avoir également des ennuis et de mélanger mon militantisme associatif avec mon travail. Ah bah, clairement, c'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres témoignages? Moi, j'ai une question, mais bon, je sais pas trop si. Tout à l'heure, tu parlais que dans ton association, tu promouvais les rôles modèles. Donc ça, c'est important aussi pour lutter contre cette discrimination qu'on vit, discrimination raciale. Est-ce que c'est ça aussi qui manque dans le paysage du travail français, c'est le paysage économique français, c'est que des rôles modèles asiatiques, des rôles modèles blacks, des rôles modèles... Et on les voit pas assez. Et c'est ça aussi qui manque pour que les gens se sentent plus en confiance pour... quel est votre avis là-dessus? Est-ce que c'est ça aussi qui pourrait aider à un petit peu améliorer le problème? Je suis au courant de la cérémonie des rôles modèles LGBT organisée par l'autre cercle depuis quelques années. Là, ils ont fêté leur 5e année l'année dernière. Ça permet vraiment de se dire si un tel l'a fait et out, alors je peux également davantage m'assumer en tant que personne LGBT au sein de mon entreprise. Et ça fait du bien, sincèrement, parce que l'orientation sexuelle, on n'en parle pas beaucoup en entreprise, elle reste méconnue des employeurs, et pourtant, on parle beaucoup de vie privée en entreprise. Mais rôle modèle des personnes d'origine asiatique, d'origine africaine, tout ça, je sais pas. Ça serait une bonne pratique à récupérer de l'autre cercle, mais rappelez-vous, hein, nous, les Asiatiques, on représente que 1% de la population française, si je ne me trompe pas. Donc, quand tu me parles de Emmanuel Campo, si on est en dessous des 30% d'une société ou d'une entreprise, on a du mal à plier le game. Je rejoins sur ça, en fait. C'est vrai qu'en plus, dans votre quiz, vous parlez de plafond de verre, mais nous, on le vit carrément, en plus. Enfin, on est bien accueillis là en entrée, puis après on voit que la marge de progression elle est limitée, quoi, très vite. Je vais juste compléter sur ce que tu as dit. En fait, la cérémonie des rôles modèles, elle est calquée sur une initiative anglaise qui s'appelle Outstanding. Ils ont commencé sur les rôles modèles LGBT et son fondateur est noir, d'origine indienne. Et il s'est rendu compte que même à Londres, alors que c'est quand même très cosmopolite et on n'a pas du tout le même rapport aux minorités raciales là-bas, qu'il manquait de modèles. Du coup, il a créé aussi l'équivalent, mais il ne fait pas rôle modèle noir, rôle modèle asiatique. C'est rôle modèle racisé, si je résume. Et je trouvais que c'était une bonne idée. Et c'est vrai que moi, c'était la critique que j'avais faite à l'autre cercle dans les premières sessions, parce que moi, je suis rôle modèle 2020. Je trouvais que ça manquait vraiment de diversité, que ça soit en termes de personnes choisies, c'était très parisiano-centré. C'était très blanc, très masculin. Donc voilà, on reproduit les mêmes problématiques. Donc ils ont fait des efforts depuis, ça s'est un petit peu plus diversifié, mais il y a des personnes aussi qui refusent le prix, entre guillemets, parce qu'elles ne veulent pas être limitées au fait d'être LGBT en tant que personne noire. Ouais, je me permets parce que du coup, c'est ce que je fais avec mon association. Je pense très sincèrement que la notion de rôle modèle elle est hyper importante et je pense qu'il y a aussi un besoin de redéfinition des rôles modèles. Souvent, quand on parle de rôle modèle, on a toujours l'impression que c'est des parcours très élitistes, des personnes qui ont, enfin, moi en tout cas, c'était mon avis, hein, des personnes qui ont fait des super écoles, qui ont des super carrières parce qu'elles ont des postes très très hauts. Il y a ça, mais il y a aussi d'autres rôles modèles, il y a d'autres définitions, d'autres façons de vivre son ambition, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Et je pense que c'est très important d'avoir cette diversité-là aussi en termes de représentation. Je parle aussi en termes d'éducation, quand on parle de rôle modèle, enfin nous, quand on a lancé le média, c'était de se dire, ok, quand nous, on va regarder justement cette chaîne YouTube, des personnes plus jeunes que nous, des personnes plus âgées vont regarder ce média-là, qu'elles voient en fait, il y a
les femmes que je peux voir dehors, ce sont des femmes aussi qui ont des parcours qui sont particulièrement inspirants. Et donc, du coup, je peux m'inscrire un peu dans cette lignée-là et moi aussi créer mon propre parcours inspirant. Et je le dis pour l'éducation parce que moi, ça me fait réfléchir à la façon dont moi je veux des enfants, j'en ai pas encore. Quels sont les contenus que je vais sélectionner pour donner cette notion de diversité et de représentation-là à mes enfants. Donc, je pense qu'il faut vraiment le voir à différents niveaux. Il y a une notion de oui, qu'est-ce qu'on consomme en fait, qu'est-ce qu'on regarde pour avoir ces différents rôles modèles. Pour les personnes aussi qui ont la possibilité de prendre la parole, parce que je pense que ça c'est un vrai truc aussi. Souvent quand on est issu de minorité, on a tendance à se conformer beaucoup et à pas faire de bruit, pas prendre de place, pas s'exprimer, etc. Toutes les personnes qui ont le désir, la volonté et la possibilité de prendre la parole et donc du coup de s'ériger en rôle modèle selon leur propre code, moi j'incite tout le monde à le faire. Il y a vraiment les plafonds de verre que la société nous impose, et ça c'est systémique et c'est pour ça qu'on est là aussi, on se bat, on pousse, mais il y a aussi les plafonds de verre qu'on s'impose, dont il faut prendre conscience pour pouvoir les briser et commencer à voir en fait comment j'écris demain autrement que ce qui est prévu normalement entre guillemets. Est-ce que la France a à apprendre des États-Unis là-dessus? Je ne sais pas si on peut dire apprendre les États-Unis. Il y a du mieux aux États-Unis sur les questions raciales, mais il y a toujours des backlash où on se dit peut-être pas aller dans ce sens-là. Moi, il y a une chose que j'aimerais bien qu'on pique aux États-Unis, c'est les stats ethniques. C'est le seul truc que je voudrais qu'on pique aux États-Unis. Parce que sinon, sur le reste, les États-Unis en ce moment, c'est vraiment pas la joie, quoi. Moi, j'y ai été il y a un mois. Les villes comme New York, ça va, mais en dehors, c'est vraiment compliqué. Mais oui, les statistiques ethniques, parce que souvent, on me dit, ouais, on peut pas faire de stats ethniques en France, c'est interdit, c'est faux. Hein. Moi, j'en ai fait dans ma boîte. C'est autorisé si c'est dans un cadre très cadré. Dans le cadre de recherche, par exemple, dans un temps limité, sur la base du volontariat. Mais parce qu'on me demandait pourquoi tu as fait telle ou telle chose sur l'inclusion des LGBT. Est-ce qu'on a beaucoup d'LGBT dans la boîte? Je dis, j'en sais rien. Mais d'après une étude Ipsos de l'an dernier, pour la France, on est censé être à 11% de personnes se déclarant LGBT quand même. Et c'est surtout dans les millennials. Donc je disais, mais RH, vous n'êtes pas prêts de gérer une personne qui vient vous voir pour dire, je vais faire une transition de genre, je suis non-binaire, dire, faut m'appeler they, them, enfin, voilà, ils sont pas prêts. Hein. Et donc voilà, et avec les chiffres, en fait, j'ai pu montrer, j'ai pas inventé, on a X% de gens qui se déclarent être LGBT. Et c'est pas qu'en France. Qu'est-ce qu'on fait? Surtout dans les pays où c'est interdit. En tout cas, merci infiniment pour cette superbe table ronde. C'était très, très riche. Donc, merci beaucoup. Le suivant, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez. Et merci infiniment, Clémence. Merci à toute l'équipe de l'AJCF qui a participé à cette table ronde. Daimé, Liane, Marie, Cheryl, qui d'autres Kalida de l'équipe, Kalida et Léa de l'équipe Find Yourself. Et Méline, voilà. Et merci au public d'être aussi nombreux ce soir. Merci à Etiral, Emmanuel et Yomi d'avoir été présents et de nous avoir partagé autant d'informations très, très précieuses.